Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de GND. Faudrait que je trouve un petit gimmick, un de ces quatre. Alors je sais pas pour vous, mais personnellement, une fois que j'ai fini un jeu, en général mon ressenti il est quand même plutôt clair. Quand j'ai quitté la plaine d'Hyrule du dernier Zelda, je savais que ça allait être un jeu important pour moi. Quand j'ai fini God of War, je savais que ma déception n'allait pas s'estomper malgré les qualités du titre. Et après avoir terminé Pikuniku, je savais que j'avais passé un bon moment, mais sans être complètement conquis non plus. Bref, peu importe comment je me positionne, et même si avec le temps mon avis peut se nuancer, une fois que le jeu est fini, je sais où j'en suis. Mais quand j'ai éteint ma console après plus de 50 heures sur Red Dead Redemption 2, j'étais complètement paumé. J'avais beau peser le pour et le contre, impossible d'arriver à formaliser un ressenti clair et précis. Et même aujourd'hui, je ne suis pas trop sûr de savoir de quel côté mon cœur balance. Est-ce que j'ai bien aimé Red Dead 2 ? J'en sais rien. Par contre, après 2 mois à cogiter dessus, je crois avoir enfin compris pourquoi j'étais paumé. Et je crois que c'est parce que Red Dead Redemption 2 est un monstre. Je connais des tueurs, tu trouves adorable. Un ennemi mort, c'est la tranquillité. Red Dead Redemption premier du nom, pour moi, c'était le fantasme cinématographique du western. C'était revivre en jeu des grands moments de mise en scène, la fusillade dans la ville déserte, l'attaque à cheval d'un train, la libération de prisonniers d'une grande forteresse, etc. En 30 heures, on se faisait le rêve du Grand Ouest version pistolero et gueule cassée. Et première grosse surprise, Red Dead Redemption 2 ne va pas vraiment dans cette direction. Même si les inspirations ciné sont toujours là, et qu'on prendra bien part à quelques activités iconiques du grand banditisme en coupe-vent, l'intention qui se ressent dès le début du jeu, c'est de nous ancrer dans le quotidien, dans la routine d'une troupe de hors-la-loi à la même époque. Ce n'est plus vraiment de l'aventure, mais beaucoup plus de la simulation. Alors on peut aussi parler de réalisme, mais le truc c'est que ça reste fantasmé. Red Dead 2 c'est pas un jeu historique, mais on se comprend, il y a une volonté de faire quelque chose qui nous rapproche du réel. Et cette volonté, elle se traduit dans des choix de design qui, pris dans un AAA, paraissent un peu bizarres. Déjà, ce qui surprend tout de suite, c'est l'ergonomie du jeu qui est un peu chaotique. Le côté simulation fait qu'on a un nombre de possibilités d'interaction assez fou, et pour cadrer ça, chez Rockstar, ils ont créé plein de schémas de commandes, à pied, à cheval, en visant ou non, dans les menus, etc. Et c'est compliqué, à tel point même qu'après quelques dizaines d'heures, j'avais encore des petites hésitations. Et en plus, une même action peut être faite par différents boutons selon le contexte, genre viser la plupart du temps c'est L2, mais parfois c'est R2, qui correspond d'habitude à tirer. Pratique quand on veut juste menacer et pas tuer. Un autre exemple intéressant, c'est le tapotage de boutons pour galoper ou courir. Oui, c'était déjà comme ça dans le premier, mais depuis, il y a plein de jeux qui ont établi d'autres standards beaucoup plus ergonomiques, et je trouve ça maladroit de ne pas s'être mis à jour, surtout sur des problématiques d'accessibilité comme celle-ci. C'est pas très agréable à jouer, et pour un produit de cette envergure et destiné à toucher une audience aussi large, ça la fout quand même un peu mal. L'autre gros choix de design qui m'a étonné, mais qui lui va bien dans le sens de l'expérience, c'est tout le travail autour des animations. La majorité des interactions est animée avec soin, mais aussi et surtout avec une espèce d'absolutisme inédit dans le jeu vidéo. Prenez The Last of Us, c'est aussi un jeu qui veut nous rapprocher du réel dans sa physique et son esthétique, mais quand Joel récupère des objets, il fait le crabe, il lance ses bras à la bonne franquette et il chope tout ce qui passe. C'est un peu drôle, ça casse un peu la cohérence, mais ça a le mérite d'être efficace et surtout de bien maintenir le rythme du jeu. Arthur Morgan, lui, quand il prend un objet, il prend un objet. Les mouvements de son bras, de sa main, sa posture, tout est animé pour qu'il prenne réellement le truc. Et c'est pareil pour tout. Quand il change d'arme dans la selle du cheval, quand il mange son ragoût, quand il récupère son chapeau tombé par terre, quand il fouille un corps, c'est juste incroyable. Et c'est pas incroyable dans le sens « waouh, c'est trop bien fait ». Non, c'est incroyable dans le sens où j'ai eu du mal à croire que j'étais devant un AAA qui n'avait pas fait le choix de l'efficacité. Bon, déjà, ça a dû prendre un taf de malade et on y reviendra un peu plus tard, mais c'est surtout complètement en rupture avec les grosses tendances du mainstream qui sont plutôt dans la course au spectaculaire et au fun à tout prix. Là, non, dans Red Dead 2, le petit café du matin, c'est un moment important pour mon gars Arthur et il va falloir prendre le temps de le boire. You waiting for something there? Et je disais que ça allait dans le sens de l'expérience parce qu'effectivement, le fait de concevoir le jeu dans un rythme lent et une temporalité qui est beaucoup plus proche de la nôtre et que ce qu'on a l'habitude de voir, je trouve que ça marche. Une fois capté dedans, le jeu arrive à nous ancrer dans son monde comme peu de jeux arrivent à le faire, et une espèce de proximité cognitive qui fait que le côté simulation fonctionne de ouf et on s'y croit d'autant plus.
Et je me suis surpris plusieurs fois à juste trotter avec mon cheval pour kiffer une balade, à traîner avec mon café dans le camp ou même nettoyer mes petites armes parce que ça me faisait plaisir. Mais on reste dans un jeu vidéo qui prend plus de 50 heures à se finir, et au bout d'un moment, voir Arthur fouiller chaque tiroir de chaque placard à 2 à l'heure, ça peut être fatal pour l'engagement et l'implication. Et je crois que même chez Rockstar, ils s'en sont rendus compte, puisque pour les munitions, Arthur les récupère en marchant dessus. Pareil pour mettre son chapeau une fois à cheval, zéro animation, il apparaît juste sur le haut de son crâne. Pour certains trucs, ils sont allés complètement dans l'autre sens. Et ça, c'est vraiment le premier aspect qui m'a déstabilisé. Il y a un truc hyper paradoxal dans le jeu. Il y a cette volonté de nous ancrer dans un univers en multipliant les interactions possibles, mais ça se fait au prix d'une ergonomie récalcitrante qui vient au final se mettre entre nous et le jeu. Si le choix de la lenteur est audacieux pour un AAA, parce qu'il participe à nous synchroniser avec la vie d'Arthur Morgan, il plombe le rythme et rend la progression lourdingue, ce qui donne de moins en moins envie de justement jouer le jeu de la simulation. Et ne pas animer certains trucs alors que c'est fait avec d'autres qui sont aussi anodins, ça prouve pour moi qu'ils avaient conscience que le réalisme à tout prix, ça donne un jeu bancal, ou alors ça fait un farming simulator. Et je suis pas sûr que c'était vraiment ce qu'ils avaient envie de proposer. Quand j'ai appris que Red Dead 2 allait en fait être une préquelle du premier, j'ai été assez déçu, parce que la promesse d'une histoire dont on connaît déjà la fin, c'est pas ce qu'il y a de plus excitant. Pire encore, si tout est joué d'avance, on peut se demander comment impliquer l'audience. Mais sur ce point-là, le jeu m'a complètement retourné la tête. Si bien sûr quelques moments tombent un peu à l'eau puisqu'on sait que John et Dutch ne vont pas mourir puisqu'ils sont dans le premier, Rockstar a fait le bon choix en centrant son histoire sur la troupe et tous les personnages qui la constituent. Hosea, Sadie, Charles, Lenny ou évidemment Arthur, tous ces personnages sont très bien écrits, les dialogues sont vraiment sympas et j'ai pris du plaisir à les côtoyer et à faire ces quelques tranches de vie avec eux. Et même niveau scénario, ils ont eu l'intelligence d'axer justement la plupart des enjeux autour de ces personnages-là, ce qui fait que j'avais envie de savoir comment ils allaient se sortir du bourbier organisé par Dutch et ses plans à la mort moelleux. Un peu comme Better Call Saul avec Breaking Bad. Au début je voyais pas l'intérêt du truc, mais grâce au scénario, aux personnages, à la réal, au final ça fonctionne hyper bien. Je sais même pas si avec le temps je préférais pas Better Call Saul. Mais bon, c'est pas le sujet, et pour Red Dead Redemption, y a pas de doute, je préfère le premier. Puisqu'on est dans la comparaison avec son aîné, si côté histoire on est certainement bien mieux loti, côté mécanique de jeu et structure de progression, difficile par contre de voir une réelle évolution entre les deux épisodes. La formule avec les éternelles missions lancées par des lettres sur la carte est toujours la même, et on alterne entre des phases avec plusieurs missions possibles et des entonnoirs avec une seule quand il faut faire avancer le récit. Une fois dans le jeu, la boucle est aussi toujours la même. Balade à cheval, on blablate, on rencontre un problème, on règle le problème à coups de chevrotine dans le bec, à pied ou à cheval, et on repart le plus souvent à cheval. Et parfois on rencontre un autre problème, mais ça c'est les grosses missions. Bon, je dis tout ça, mais en vrai ça m'a pas tant embêté. Tous les jeux sont construits sur des boucles qui se répètent, et c'est facile de les rendre débiles en parlant vite et en faisant du montage. Et surtout, que ce soit dans les missions principales ou secondaires, l'écriture est toujours ultra solide. Par contre, ce qui m'a un peu plus dérangé, ce sont les escarmouches, parce que si elles n'ont pas vraiment bougé depuis le premier, comme je le disais plus tôt, la direction générale du jeu, elle, a bien changé. On est moins sur de l'aventure et plus sur de la simulation. Et forcément, ce qui était cool et jouissif dans le premier devient un peu bancal dans le second. C'est beaucoup moins logique de faire un génocide à chaque fois qu'on a le malheur de tomber sur des ennemis. Pour vous donner un exemple, il y a une mission où on se retrouve à devoir protéger une calèche avec Micah la tête brûlée. Ceux qui nous attaquent, ce sont les O'Driscolls, un vieux gang rival de Dutch qui va nous casser les pattes pendant toute la première partie du jeu. Je me suis amusé à compter et en 2 minutes on doit tuer 15 mecs. Imaginez donc combien on doit en descendre pendant tout le jeu, je pense pas trop prendre de risques en disant que ça doit se compter en centaines. Ce qui veut dire qu'un gang d'une vingtaine de pégus, dont un ivrogne, un estropié, un comptable et un enfant de moins de 12 ans, ils arrivent à être rivaux avec un gang de plusieurs centaines d'affiliés tellement gueudins qu'ils se mettent un sac sur la tête, c'est pas tout à fait ce que j'appelle se rapprocher du réel. Et je sais ce que vous vous dites, que je devrais aussi m'en foutre parce que c'est du jeu vidéo. Mais là, ça tombe en pleine contradiction avec la promesse du jeu. C'est pas seulement de la dissonance ludonarrative, c'est de l'arcade dans de la simulation. Et forcément, il y a plein de fois où ça m'a sorti du délire. Alors j'ai tué l'équivalent de 4 villages, est-ce que je peux rentrer chez moi maintenant ? Parce que c'est l'heure du café et j'aime bien prendre mon temps. Et en plus, dans l'ensemble, j'ai trouvé que tous les gunfights étaient un peu longuets. On est sur du très classique et ils n'ont même pas repris la bonne idée de GTA V qui nous faisait changer de perspective pendant les grosses bastons. Ça fonctionnait super bien et ça dynamisait l'émission. Et sur 50 heures, alors que le premier épisode n'en durait que 30, c'est difficile de pas trouver les combats redondants. Alors quelques pères de famille à tuer en moins, ça n'aurait pas été de refus, pour le jeu et pour la cohérence. On a donc une préquelle qui me paraissait dispensable, mais force est de constater qu'avec une écriture de ce niveau, qui pour moi tient tête à ce qui se fait dans le monde de la série actuellement, cette histoire méritait d'être racontée. Mais ses mécaniques et sa structure passéiste me font vraiment douter de sa pertinence dans le paysage vidéoludique d'aujourd'hui. Si on attendait un renouveau de l'open world façon Rockstar, on s'est juste retrouvé avec un jeu dont les bases perturbent son idéal de réalisme.
Alors voilà, Red Dead Redemption 2 est un jeu étrange. C'est un jeu qui fait des choix étonnants pour un AAA populaire et qui réussit sur certains points au moins aussi bien qu'il se vautre sur d'autres. Et je vous mentirais si je vous disais que je n'éprouve pas de fait une certaine sympathie à son égard. Parce que mine de rien, je n'ai joué à aucun jeu comme lui. Je n'avais jamais juste kiffé manger mon ragoût en regardant des PNJ s'engueuler et prendre ça pour une scène de tendresse. Sa lenteur, son rythme, son écriture, son esthétique aussi, tout ça lui permet des vrais moments d'intimité et de contemplation uniques. Et je pense sincèrement que ça mérite d'exister dans le spectre du médium vidéoludique. Et là vous savez que je suis en train de scier mon canon, mais il faut le dire, Red Dead 2 arrive à faire des trucs rares dans le jeu vidéo mainstream. Mais le souci c'est que Red Dead 2 fait aussi quelque chose de beaucoup plus courant dans le milieu AAA. Je dirais même que sur ce point-là, il a dépassé tous les autres. Red Dead 2 est insatiable de détails et de contenu, il est avide de surenchère. J'ai déjà assez parlé de l'animation qui est poussée jusqu'à la limite du fun, mais ça ne s'arrête pas là. Tout, absolument tout dans le jeu transpire le travail et la minutie. Vous pouvez rentrer dans une petite cabane paumée au milieu du bayou, vous allez trouver des détails, un décorum qui vous racontera une petite histoire unique. Même les couilles des chevaux qui rétrécissent avec le froid, je sais que c'est une vanne, mais il y a une vérité derrière ça. Les gens de Rockstar ont fait un taf de modélisation monstrueux. Les feuillages, les cailloux, les sentiers, les villages, Saint-Denis, les couilles de cheval, tout est soigné à l'extrême et sur un espace qui est ahurissant. C'est pas le plus grand open world, mais c'est peut-être celui qui est le plus habillé ever. Je reviens aussi un peu sur l'écriture parce que le jeu a une réactivité incroyable. Je me souviens de ce moment où j'avais libéré 2 mecs dans la cave d'un magasin. En sortant, j'ai vu la caisse sans surveillance et je me suis dit pourquoi pas. Et bah le jeu avait prévu que je pouvais avoir envie de le faire et il a écrit des dialogues et des scripts pour que ça soit cohérent. Et des exemples comme ça, il y en a dans tous les jeux, mais pas autant. Jamais autant de lignes de dialogue n'ont été écrites, interprétées et intégrées juste pour des trucs aussi random et optionnels que ça. Parce que c'est pas juste qu'ils y ont pensé, ils l'ont fait. Et cette petite subtilité, elle est assez importante pour moi. Parce que je lis souvent des trucs du genre « Ouais, les développeurs, c'est trop des bolos, je veux dire, ils ont même pas pensé à ça. Moi, j'ai joué 2 heures et direct, j'ai la petite idée. Soit ils sont cons, soit ils sont feignants. » Alors écoute frère, en vrai, ta petite idée, ils y ont pensé. C'est juste que soit ça marchait pas dans le gameplay, soit ils ont pas eu les moyens de le faire. Parce que ça a un coût tout ça. Un coût financier, oui, mais aussi et surtout un coût humain. Du sang et de la sueur. Alors je vais pas vous refaire tout le reportage sur le crunch chez Rockstar. Si vous voulez en savoir plus, il y a l'article de Jason Schreier sur Kotaku et il y a la vidéo de Game Spectrum sur les conditions de travail dans le JV. Mais ce que je veux en retenir, c'est que pendant 8 ans, il y en a qui en ont chié, à base d'heures supplémentaires par dizaines, même le week-end, et ne pas pouvoir se nourrir correctement ou travailler dans un environnement décent. De la pression psychologique, une culture toxique, bref des conditions de travail dégueulasses pour bosser sur un des plus gros projets vidéoludiques jamais entamés et qui fait rêver le monde entier. Toutes ces animations, ces objets virtuels modélisés, ces lignes écrites et interprétées, ces cinématiques, ces environnements, ce milliard de trucs qu'il y a dans le jeu, ça s'est fait entre guillemets grâce à ça. Mais il y a un truc qui me fait vraiment tiquer. Au-delà de l'histoire des personnages dont j'ai parlé plus tôt, Red Dead 2 raconte aussi et surtout celle de Dutch Van der Linde, le leader charismatique de la troupe. Dutch, c'est un mec qui rêve de richesse, et pour y arriver, il a un plan. Mais pour que ce plan fonctionne, il a besoin de gens. Du coup, il promet à plein de gens plein de choses, de la thune, de la sérénité, de la gloire, mais en échange, il veut de la loyauté. C'est son projet, mais si on veut que ça devienne aussi notre projet, il faut être prêt à se sacrifier pour lui. One more big score, we got enough money to leave. All this turmoil has the army in Pinkerton spinning. We take a boat and slip away. I don't know what you're saying, Dutch, but it seems like I've heard it all before. Just one more. And there's always a goddamn train. Mais tout ça, on va vite se rendre compte que c'est des foutaises, parce que Dutch, tout le pognon des grands coups, il se le garde pour lui. Il veut toujours aller plus loin, faire croire à tout le monde que c'est pour leur bien, pour un truc plus grand qu'eux, mais en fait que dalle, il est juste avide et insatiable. Et il va emporter tout le monde dans son sillon, et peu importe les dommages que ça va causer. Et je veux pas vous spoiler, mais dans le jeu, on perd du monde. Et vous l'avez évidemment compris, ce que critiquent les têtes pensantes de Rockstar dans leur jeu, c'est précisément ce qu'ils font dans leur entreprise. Le même rêve, le même besoin de loyauté et la même façon d'abîmer, de détruire des gens sur l'autel d'un projet plus grand qu'eux. Et oui, peut-être que c'est une subtile autocritique subversive, mais ce serait sans compter la petite différence qu'à la fin, on le sait, Dutch finit mal. Alors que pour les frères Hauser et les autres têtes de la boîte, le plus dur sera de ne pas se couper les doigts avec les bifetons après les déjà 23 millions d'exemplaires de Red Dead 2 vendus. En fait, si Red Dead 2 est un monstre, c'est parce que comme tous les monstres, il a été créé par des hommes. En lui, ils ont mis leurs ambitions, leur savoir et leurs rêves de grandeur. Mais pour lui donner vie, ils ont dû aussi sacrifier plus qu'eux-mêmes. Comme des alchimistes, ils ont dû puiser dans une source dont l'accès devrait peut-être être interdit. Il en est ressorti quelque chose de difforme, quelque chose d'anormal, le plus gros AAA jamais créé qui ne fait pas comme les autres AAA. Un jeu dont les meilleurs moments sont peut-être ceux où on joue le moins, un jeu qui oscille entre réalisme aberrant et massacre vidéoludique classique, une œuvre gargantuesque aussi fascinante que repoussante.
Alors, est-ce que ça valait le coup? Chacun et chacune d'entre nous aura sa réponse. Mais on ne pourra plus dire qu'on ne sait pas comment c'est possible. On ne pourra plus dire qu'on ne sait pas ce que ça donne et ce que ça coûte d'aller au bout de la quête du réalisme et du détail.